Eh bien, merci d'être resté jusqu'à la fin pour cette superbe table ronde. On passe de l'autre côté de la force, j'ai envie de dire, parce qu'avant, on était avec plutôt les fournisseurs de solutions, fournisseurs de techno. Et là, on passe du côté néo-assureur. Alors, InsurTech, je sais que ça va peut-être en froisser quelques-uns, mais on pourra en parler. Donc, sur cette table ronde sur l'innovation technologique et néo-assurance, quelle réponse face aux nouveaux besoins et aux nouveaux consommateurs? Alors, certains d'entre vous ont peut-être vu qu'on a changé le titre. Avant, c'était quelle réponse face aux nouveaux consommateurs? On s'est dit, finalement, c'était peut-être un peu trop restrictif. Et donc, on a élargi le sujet avec les nouveaux besoins et les nouveaux consommateurs. Donc, ma première question pour vous, et je vais commencer aussi par vous demander de vous présenter rapidement. Avant de passer à la première question, finalement, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots et dire quels sont les éléments vraiment différenciants que vous apportez en tant que nouveaux acteurs dans l'écosystème assurantiel? Et Christophe, je vais peut-être te laisser commencer. On va commencer par ici. Oui, bonjour, donc Christophe de Léocare. Nous, notre vision, c'est de dire que le mobile a tout révolutionné, que ce soit dans le monde des télécoms, dans le monde de la banque, dans le monde du contenu. Donc c'est quand même l'élément clé de ce qu'on a dans la poche. Si on veut, contrairement à la prévoyance ou l'assurance vie dont on parlait tout à l'heure, accompagner les Français, les Françaises et les consommateurs dans leur quotidien, il faut être dans le mobile. Et que notre vision, c'est que... Moi, je ne suis pas un assureur d'abord, par rapport à tous ceux qui sont là. Donc il faut être honnête. Mais on vient quand même de la techno, et pour le coup la techno, on en a fait des milliers de plateformes pour des dizaines de millions de consommateurs, et qu'on a un peu monté à l'envers. Le monde de l'assurance est monté par le risque. Alors je sais qu'on construit tout autour du risque, mais je crois que demain il faut monter ça par le consommateur. Et donc quand on veut accompagner les tendances dont on va parler, il faut avoir un système d'information, il faut savoir ce qu'est un CRM, pour pouvoir justement être là au bon moment, avec le bon prix et la bonne garantie. Donc c'est ce qu'on est en train de faire pour couvrir tous les biens de la famille, toutes les mobilités, et on n'oublie pas le chien, le chat du quotidien. Oui. Bonjour à tous, moi je suis Ralph Remy. Cofondateur d'Achille. Achille, c'est une jeune compagnie d'assurance qui a été créée en 2021. Aujourd'hui, c'est 600 000 clients. Qu'est-ce qu'on a apporté en termes d'innovation chez Achille? Pas grand-chose et beaucoup de choses à la fois. Donc, en fait, on n'a pas réinventé l'assurance, on n'a pas inventé de nouveaux produits. On l'a juste fait différemment et un peu mieux. L'innovation, c'est l'innovation produit, c'est l'innovation client, c'est ce qu'on apporte à nos clients, c'est ce qu'on fait comme produit. Et moi, je vois plutôt l'innovation en interne, c'est comment tu gères 600 000 clients avec 50 collaborateurs. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être rentable et de faire ce qu'on arrive à faire et de pouvoir donner des prix qui sont 30 à 40% moins chers dans certains produits que les autres, parce qu'on a des frais de structure qui sont vraiment moindres. Gérard. Bonjour, Gérard Dorel, cofondateur de Mila. On est nous aussi une jeune compagnie d'assurance, née en 2021 aussi. On a une approche un peu particulière qui est qu'on aime bien travailler sur les marchés un peu en déshérence. Donc on aime bien sous-segmentation du marché, regarder quels sont les pôles sur lesquels il y a peu d'acteurs, ou en tout cas sur lesquels il y a peu d'innovation, parce que c'est beaucoup plus facile d'apporter des nouveaux services, de la nouvelle technologie sur des pans entiers de marché, si vous voulez, sur lesquels il n'y a pas de grands acteurs institutionnels. Enfin, ils y sont là, mais leurs investissements sont en général orientés vers d'autres grands secteurs. Donc Mila, c'est un spécialiste des assurances, notamment à destination du monde de l'immobilier, mais de manière plus sous-segmentée, le loyer impayé, la PNO, etc. etc. On peut en parler. Typiquement, nous, on aime bien arriver sur un marché et regarder ce que les autres n'aiment pas faire ou font moins bien, parce que sous-investis ou même désertiques, et puis investir de manière relativement massive, proposer beaucoup de services et de la présence. Tout à l'heure, j'ai entendu quelques mots qui me touchaient et que j'ai trouvé intéressants. C'est la notion d'homme augmenté plutôt que de techno augmenté. On en reparlera sûrement. Voilà, donc ça c'est le positionnement de Mila.
On a aujourd'hui 140 000 clients et on travaille et on est, nous, une cinquantaine aussi. Et ce qu'on aime bien faire aussi, c'est gérer. Contrairement à vous, je crois que vous n'aimez pas, vous déléguez beaucoup la gestion. On délègue rien. Donc on gère tout nous-mêmes. Bon, voilà. Donc nous, on aime bien gérer aussi. Voilà, pour Mila, en quelques mots. Bonjour à tous, ravi d'être là. Merci beaucoup d'organiser ce panel. Alors chez Descartes, on a une petite différence par rapport à mes collègues qui sont là, c'est qu'on s'occupe exclusivement de grandes entreprises, et d'un peu moins grandes aussi, mais en tout cas exclusivement d'entreprises. Et nous, le constat sur lequel on s'est basé, c'est que ce qui a changé dans le monde avant l'assurance, bien avant l'assurance, c'est le climat, et que donc le climat changeant a apporté de nouveaux risques. On l'a vu en France récemment, et peut-être qu'on va le voir aujourd'hui avec les inondations, des sécheresses, des excès de pluie, de la grêle, et puis dans le monde entier évidemment avec les ouragans Hélène et Milton qui sont encore frais dans les esprits. Et donc tous ces nouveaux risques climatiques, ils étaient en déshérence aussi, c'est-à-dire que les grands assureurs se retiraient de ces risques. En parallèle, il y a des nouvelles technologies, à la fois satellitaires, d'objets connectés ou de capacités analytiques qui se sont développées et qui ont permis de couvrir ces nouveaux risques. Donc c'est ce que Descartes propose aujourd'hui aux entreprises, c'est de couvrir leurs risques climatiques grâce aux nouvelles technologies avec une nouvelle génération de produits qui sont des produits paramétriques. Et donc on a récemment étendu cette offre-là avec notre propre assureur Descartes Insurance, où on utilise là aussi les data et les nouvelles capacités analytiques qui ont pu être développées pour couvrir également des risques traditionnels, du cyber, des risques techniques plus récemment ou des risques crédits. Donc moi, chez Descartes, je suis directrice des opérations et directrice générale déléguée de Descartes Insurance, qui est notre propre assureur. Voilà, pour compléter le tour d'horizon. Super, merci beaucoup Violaine. Du coup, je propose qu'on reste avec toi et qu'on parle justement finalement du titre de cette table ronde, donc nouveaux besoins et nouveaux consommateurs. Et toi, au départ, tu m'avais dit, non, nous, nouveaux besoins, pas tant que ça. Nouveaux besoins, oui, mais nouveaux consommateurs, pas non, nouveaux parce consommateurs. Donc, du coup, exactement. En fait, les populations, les économies qu'on avait hier, on les a toujours aujourd'hui. Nous, on a les mêmes clients. La question, c'est comment est-ce qu'on les rend résilients face à des nouveaux risques que les assureurs en place n'assuraient plus. Donc des risques climatiques ou des risques émergents. Donc pour nous, c'est surtout des nouveaux besoins, essentiellement climatiques, mais pas que avec les risques émergents, plus que des nouveaux consommateurs. Et ces nouveaux besoins, ils viennent du fait que le climat change, ils viennent du fait qu'on ne peut plus couvrir comme hier ce qu'on couvre aujourd'hui. Pour moi, l'approche risque, elle reste pertinente. Tout à l'heure, on disait que ce n'était pas la bonne approche et qu'il fallait parler que du client. Pour moi, il faut vraiment regarder des deux côtés, puisqu'en fait, si on fait l'impasse sur le risque, ça peut être la fin des offres. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'assureurs traditionnels qui avaient, alors pas fait l'impasse sur le risque, mais qui étaient très généralistes et qui, du coup, n'étaient pas forcément bien équipés pour faire face à des risques très pointus qui sont les risques climatiques et émergents qu'on a aujourd'hui. Quand on parle de nouveaux besoins ou de nouveaux consommateurs, je crois qu'il faut peut-être scinder le marché en deux catégories. La première catégorie, ce sont les assurances obligatoires. Et là, comme elles sont obligatoires, on va avoir du mal à trouver de nouveaux consommateurs. Peut-être de nouvelles façons de consommer, mais nos consommateurs sont en général relativement saturés. Il y a des nouveaux besoins, c'est très clair, mais les nouveaux consommateurs sont rares. Nous, on travaille sur un certain nombre de produits, dont un produit qui est le loyer impayé, qui est très sous-équipé. Et c'est très intéressant le rôle de la technologie parce que ça permet d'expliquer, sans avoir à beaucoup parler, pourquoi ça n'a aucun sens de ne pas être assuré. On est sur un marché, nous, qui est assuré à 20%. C'est un marché qui fait à peu près 300 à 350 millions d'euros. Il pourrait faire 1,5 milliard ou même plus en France. Donc toute la fluidification, si vous voulez, des parcours clients, des notions de souscription et aussi l'approche risque qu'on aime bien, nous aussi, Violaine,
Et aussi la notion de répertorier, de comprendre le risque, notamment à travers la data, permet de toucher des nouveaux consommateurs. Parce que c'est tellement plus facile d'aller chercher son contrat d'assurance aujourd'hui que beaucoup de gens qui hier avaient la flemme, si vous me pardonnez l'expression, eh bien aujourd'hui comprennent, comprennent que c'est facile de le faire, et deux, comprennent pourquoi ils doivent le faire. On a coutume de dire que l'assurance, c'est un produit qui se vend, et on essaye de transformer ce chaînage du processus de vente dans quelque chose de très court et de très facile, si vous voulez. Voilà. Donc, nouveaux consommateurs, oui, je crois, oui, notamment sur tout le volet des assurances non obligatoires. On va faire dans cet ordre. Ouais. Donc moi, je vais pour une fois faire les Suisses par rapport aux risques et aux consommateurs. En tant qu'assureur, si tu ne regardes pas ton risque, tu peux faire autant de clients que tu veux, tu ne gagneras pas beaucoup d'argent. Mais je pense que si on ne regarde pas vraiment ce que veulent les clients, on ne va jamais s'en sortir. Donc, des gens qui ont piloté que par le risque, ils sont mal aujourd'hui. Des gens qui ont piloté que par le client, ils sont mal aujourd'hui. Donc, il faut savoir faire les deux. Est-ce qu'il y a des nouveaux consommateurs? Ça, c'est clair. On a créé, je le dis toujours, je le dis souvent, on a créé des monstres avec Internet, où tout est gratuit, tout est instantané, tout est transparent, tout est fait tout de suite. Et des gens qui aujourd'hui, ils sont tous docteurs et sciences en assurance, et ils veulent tous savoir ce qu'il en est. Donc oui, on a créé les personnes sont nouvelles, et comme ils ont plus de compétences, semblent en avoir plus, ils ont des nouveaux besoins, et c'est à nous de devoir nous adapter. Aujourd'hui, si tu ne fais pas un contrat d'assurance qui se souscrit en 2 clics et qui attend l'attestation dans la seconde, c'est même pas la peine d'essayer de le faire. Et moi, j'ai une fille de 19 ans dont je parle tout le temps, qui est ma poulette. Tout le monde la connaît d'ailleurs. Elle, si elle passe plus de 3 secondes ou 10 secondes sur un site, elle s'en va en courant. Donc, c'est eux les nouveaux consommateurs, et c'est eux les nouveaux qui ont des nouveaux besoins. Et je te veux dire quelque chose. On a des gens de 60 ans ou 70 ans qui maintenant sont devenus comme ça. Et ce n'est pas qu'un jeune de 18 ans qui veut que ça aille vite, c'est aujourd'hui tout le monde veut que ça aille vite, parce qu'Internet, c'est ce qu'on a promis depuis des années, et à nous de tenir nos promesses. Est-ce que les sujets, ou peut-être Christophe, si tu veux rebondir, mais la question de la personnalisation des offres, parce qu'on parle beaucoup d'IA, etc., oui. Ça contribue justement... Donc c'est exactement, pour rebondir ce que disait Christophe par rapport au risque et ainsi de suite, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est beaucoup de produits à tiroir. Et pourquoi on a fait ça? On s'est rendu compte que 90% des gens aient quitté leur assureur parce qu'ils trouvaient que c'était pas adapté à leurs besoins. Même quand des assureurs mettent des garanties qui sont ultra sophistiquées, qui couvrent beaucoup de choses, le client, au lieu de se dire génial, je suis bien assuré, il se dit putain, il m'a pris de l'argent pour rien, ces garanties, je ne les avais pas demandées. Nous, on a tout détricoté, et en fait, le client il vient chez nous, il peut avoir une assurance à 2 € par mois. S'il le souhaite pour son habitation, ça peut aller de 2 à 40 €, mais c'est lui qui l'a choisi. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a des sinistres, on a beaucoup moins de plaintes que quand on faisait des produits packagés, parce que le client, c'est lui qui a choisi de ne pas les prendre. Et quand il y a un sinistre, c'est pas payé, il ne vient pas nous dire pourquoi je ne l'ai pas. Je t'ai donné la possibilité de le prendre, tu ne l'as pas pris, je te l'ai expliqué, je t'ai tout donné. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, les nouveaux clients, ils ne veulent pas qu'on leur impose des choses. Ils savent tout, ils comprennent tout, ils savent tout faire. C'est lui qui choisit, moi je te laisse choisir. Et ce qui est compliqué pour les compagnies traditionnelles, c'est qu'ils n'ont pas ces produits à tiroir, ils n'ont pas la possibilité de détricoter leurs produits. Et du coup, le client, il prend le package qu'on lui donne et il ne peut pas faire autrement. On était tous d'accord pour le titre qui est là, mais quand même, pensez s'il y a des nouveaux utilisateurs ou pas. Je crois qu'il s'est passé quelque chose après le Covid. Les statistiques montrent qu'on a tous dans nos portefeuilles pris à peu près 1 an d'ancienneté en plus sur les véhicules. Comme l'a dit Violaine, j'ai l'impression qu'on aime de moins en moins les maisons secondaires et on aime de plus en plus le locataire avec son appartement. On aime tous Tesla, c'est joli, mais personne ne veut les assurer. Hein, on sait tous pourquoi, c'est super, c'est une voiture qui est faite en un moule au lieu de 40 pièces, sauf que dans la salle, ceux qui traitent des sinistres savent les conséquences que ça a. Donc, fermer les yeux là-dessus, c'est certainement remettre en cause, globalement, notre beau modèle solidaire. Je ne suis pas un assureur historiquement, je sais ce que c'est des statistiques. Et je vois bien que si on ne prend pas en compte tout ce qui est en train d'être fait,
Violaine nous dira qu'il y a des zones dans la France dont on ne veut plus. Nous, on dira qu'on ne veut plus certaines voitures, que même certains vélos, qui sont très sympas et tout, mais on ne veut plus les prendre. Et donc, si on ne regarde pas la technologie, eh bien, je pense que si on ferme les yeux sur la technologie, on va faire exploser le système communautaire, solidaire français. Je donne des exemples. On a tous cru à la maison connectée, à plein d'IoT qui permettait de détecter la fuite d'eau, etc. Donc on a dit c'est nul, on arrête. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, c'est comme le compteur Linky. Veolia, notamment, et d'autres mettent en place des nouveaux compteurs. Et grâce aux technologies, par métropole aujourd'hui, on sait faire la différence entre une consommation pour une douche, un lave-vaisselle et une fuite d'eau. Et donc on s'est en plus envoyé un SMS à Ralph en lui disant, disons Ralph, rentre à la maison, parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, bon, heureusement que tu n'es pas assuré chez nous. Merci, Ralph. Merde. Mais voilà, ce que je vais vous donner comme exemple, je peux aussi vous donner l'exemple de l'apéisation. Je vois Mickaël ici, on a déjà discuté ensemble de l'apéisation sur les voitures au-delà de 2018. Je pense que pour des assureurs historiques, tout à l'heure, nos prédécesseurs disaient quand même qu'il y avait des problèmes d'apéisation, etc., chez les acteurs historiques. Je pense que la technologie, moi qui ai accompagné depuis l'année début 2000 les télécoms, le monde de l'énergie, le monde des médias, etc., pour avoir fait plein de projets, je peux vous dire qu'à chaque fois, la technologie était au cœur du business, a remis en cause le modèle, a répondu à un véritable enjeu du consommateur. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde rigole en disant qu'il fait du triple play. Je vous promets qu'en 2001, le triple play, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et c'est ça l'enjeu. Et donc, je pense que si on ne comprend pas dans une organisation, tous ici autour de la table, et globalement tout le secteur, on s'en fout qu'on soit né au truc. On est là pour protéger les Français et les Européens, maintenir un modèle dont on est tous fiers. Si on ne met pas la tech au milieu pour justement capter, dont parlait Gérard tout à l'heure, la data, l'information, qui va permettre de faire que, eh oui, on fait peut-être plutôt 7 à 8 000 km que 10 12 000 comme avant, que oui, on est plus présent dans la maison, donc peut-être qu'on va pouvoir baisser un peu le taux de vol, peut-être qu'on va agir plus vite sur les fuites d'eau, et tout ça, c'est grâce à la techno. Quand on est connecté sur une box d'un opérateur, ça dit aussi beaucoup de choses. Donc pour répondre à la question, oui, on a un nouveau comportement. Vous verrez à partir de janvier, quand vous souscrirez chez Léo Care, c'est comme chez Netflix ou chez Deezer, on vous demandera de rentrer votre famille, votre conjoint de son âge, s'il a un permis, ses enfants. Pas parce qu'on veut savoir tout sur votre vie, mais parce que finalement, on va pouvoir avoir, ce que disait tout à l'heure Ralph, la bonne garantie au bon moment. Et oui, mon enfant vient d'avoir 16 ans, je vais recommander de faire une conduite accompagnée, etc., etc. Donc, il y a des nouveaux consommateurs. On se comporte tous différemment, malgré nous, avec plaisir. Le foyer change. 50% des Français divorcent, ont les enfants de leurs conjoints et puis changent, etc. Si nous, acteurs, et nous tous, on s'en fout des néos, mais si nous tous, on ne sait pas répondre à ça, alors on ne sera pas capable d'être compétitif, alors on va annoncer tous les ans dans la presse qu'on va être obligé de faire plus 10, plus 15, plus 20% pour qu'on puisse un peu tenir le S sur P et d'avoir ces deux jambes toujours équilibrées entre le newbies et la sinistralité. Si on ne met pas la tech au milieu, avec tout ce qui est en train de se faire, on va faire de la sélection, etc. Et on oubliera la fierté que l'on a en France de ce côté solidaire et de réussir à avoir n'oublions pas qu'en France, on a quand même une capacité de qualité de garantie très élevée par rapport à l'euro investi. Je voudrais juste rajouter un point important. On parle de solidaire, et moi je trouve qu'il y a un binôme à noter, si vous voulez, qui est important. C'est la notion de solidarité, elle s'accompagne de la responsabilité. Et je trouve que plus on va avoir de la data, plus la data est intelligente et plus on responsabilise les gens, si vous voulez. C'est pas parce que on est solidaire que 70 millions, je parle de la France, 70 millions de personnes doivent payer exactement la même chose ou portent exactement le même risque. Et je pense que quand on va savoir, alors évidemment avec une mesure commune, si vous voulez, mais quand on va savoir répartir ce risque, plus on va savoir répartir ce risque de manière intelligente, géographiquement, typologiquement, je ne sais pas si ça se dit, mais géographiquement ou en fonction de la typologie des logements, etc., eh bien, plus on va au contraire être solidaire parce que chacun va prendre sa part de responsabilité, si vous voulez. Maintenant, en termes de... Nous, en tant que pôle de compétitivité,
Notre rôle, c'est évidemment de mettre en valeur les innovations, les acteurs disruptifs comme vous, et aussi, quelque part, de valoriser les innovations qui émergent au sein des grands groupes, puisque eux-mêmes se transforment, eux-mêmes intègrent des innovations, et on a vu un grand nombre de startups qui vont leur apporter des nouvelles technologies. Du coup, ma question, c'est votre vision par rapport à l'écosystème InsurTech dans le cadre des assurances traditionnelles. Finalement, comment vous vous positionnez par rapport à ces assurances traditionnelles qui elles-mêmes sont en train de se transformer, se digitaliser? Est-ce que vous êtes concurrent comme n'importe quel autre concurrent? Est-ce que vous êtes disrupteur et donc votre rôle c'est aussi de les faire évoluer? Comment vous voyez cette évolution dans l'écosystème? Je ne sais pas si peut-être Ralph ou... Ouais, je me considère comme un assureur traditionnel. Avec des baskets et un t-shirt en permanence ou un sweatshirt, mais un assureur traditionnel. Comment on va les faire évoluer? J'espère qu'on a un petit peu tous ici participé à leur apprendre un peu à se bouger, à se dire merde, les choses sont en train de changer, il va falloir qu'on s'y mette. En France, on a un écosystème qui est quand même assez puissant. Il y a beaucoup de startups, on a beaucoup de sociétés qui apportent des outils aux assureurs dits traditionnels. Aujourd'hui, c'est un vrai partage entre néo-assureurs, sociétés éditrices de logiciels et autres. On est tous là pour le même combat, c'est-à-dire apporter une assurance aux gens, pouvoir les couvrir. C'est difficile quand on fait du paramétrique, quand tu as les chiffres là et on te dit une maison au bord de telle rivière, il ne faut pas l'assurer parce que tu as 90% de chances qu'il y ait un sinistre. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On a la data, mais notre rôle à nous, c'est de l'assurer quand même. Donc, comment on va faire? Et donc, aujourd'hui, voilà, on est tous... moi, j'aime profondément ce secteur. On est tous là pour avancer ensemble. J'espère qu'on a un peu contribué à faire bouger les choses et à faire en sorte que les gens se changent. Mais vous inquiétez pas, les clients qu'on a au téléphone tous les jours, eux, ils n'ont pas attendu. Ils sont là pour faire changer tout le monde. Et quand on entend des pubs à la télé de certains qui disent « ton attestation, tu l'auras sous 48 heures, c'est génial », aucune personne aujourd'hui dans le monde n'a envie d'entendre ça. Elle a envie d'entendre je l'ai tout de suite et on va avancer. Donc les choses sont en train de changer. Nous, on est là, on travaille aujourd'hui avec des assureurs dits traditionnels. On leur fait des produits en marque blanche, on distribue des produits pour eux, ils distribuent des produits pour nous. Aujourd'hui, il y a une entraide qui est là. On voit des gros assureurs aujourd'hui qui commencent à racheter une panoplie d'InsurTech pour pouvoir capter la data, capter la tech et pouvoir le faire. Donc voilà, je pense que si les gens... Quand je dis les gens, si l'industrie n'a pas compris que c'est maintenant qu'il faut changer, je ne vois pas qui peut leur apprendre. Moi, je ne peux plus rien faire pour eux. Pardon, je vais continuer, mais si vous voulez, la différence entre acteurs traditionnels et acteurs nouveaux, je ne suis pas sûr que ce soit la part la plus intéressante. La question, c'est est-ce qu'on va arriver ou non à bousculer plus que les usages, si vous voulez. On est sur bousculer la façon de voir les choses et la façon même de vivre les choses. Est-ce qu'on a un rôle quelque part clé dans la société qui permet de bousculer ça? Une petite anecdote. Nous, Mila travaille sur essentiellement deux grands sujets que sont le logement et le pouvoir d'achat, puisque nous, on assure beaucoup de propriétaires bailleurs pour leur loyer impayé. Et on travaille donc sur un sujet clé qui est l'entrée dans un logement. Quels sont les bons locataires, si on peut utiliser ce mot-là, ou quels sont les locataires, entre guillemets, qui sont assurables, ceux qui vont payer leur loyer, ceux qui ne vont pas payer leur loyer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ça fait 50 ans qu'on choisit son locataire de la même façon. On lui demande une tonne de pièces, on est extrêmement exigeant, on regarde ça avec beaucoup de suspicion. On reçoit en général entre 50 et 200 dossiers pour un 2 pièces et on croule sous l'information. Je ne vous parle même pas des problématiques de RGPD ou de fraude ou d'usurpation d'identité, parce que quand vous cherchez un logement, en gros, quand vous achetez quelque chose sur Internet, vous regardez ça, vous hésitez à cliquer pour savoir si vous allez mettre votre numéro de carte de crédit. Par contre, quand vous cherchez un logement, alors là, c'est open bar. Vous envoyez vos fiches de paye, votre avis d'imposition, tout ça par mail, bien sûr, à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu. En plus, les habitudes des agences immobilières ont changé. Avant, elles faisaient visiter avant d'avoir le dossier. Maintenant, elles veulent les dossiers avant de faire visiter. Donc, vous ne connaissez pas, vous envoyez toute votre vie par mail à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc,
j'en viens à notre sujet. Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que l'intérêt d'un acteur, d'un nouvel assureur, c'est son agilité, sa réactivité, sa capacité à remettre les choses en cause, même des choses établies depuis 50 ans. On a, nous, lancé un service chez Mila qui s'appelle Isidore, qui permet d'aller chercher de l'open banking, de l'open admin et de l'open data, qui est ouverte, qui est disponible, à condition d'avoir le consentement, évidemment, du candidat locataire. Et du coup, ce qu'on propose, nous, c'est quelqu'un a un logement à louer, il va passer son annonce, et derrière, il va indiquer au candidat locataire qu'il dépose leur dossier sur une plateforme Isidore, ça s'appelle. Sur cette plateforme, le candidat locataire va pouvoir bien soit déposer tout son dossier avec toutes ses pièces, et ça c'est écrit en tout petit sur la plateforme, le moins possible, s'il vous plaît, le moins possible. Et la deuxième chose qu'il va pouvoir faire, c'est utiliser l'open banking. Et là, on va aller chercher quelques informations sur son compte pour vérifier, entre guillemets, ses revenus, sa solvabilité, son comportement. Ou alors, la troisième chose qu'il va pouvoir faire, c'est tout l'open admin et l'open data, c'est-à-dire aller chercher des informations grâce à France Connect sur le site de l'URSSAF, de la CAF et des impôts. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on parle là de savoir est-ce qu'on disrupte ou est-ce qu'on ne disrupte pas. Et pour moi, le cœur de ce sujet, honnêtement, sans vouloir minimiser ou vulgariser la techno, on a tous accès à toutes ces technos si on met un peu d'argent, un peu d'huile de coude et un peu de temps sur la table et de gens un peu compétents. Si vous voulez faire des algorithmes intelligents, de l'intelligence artificielle, de l'UX, etc., on est tous capables de déployer ça avec un peu d'effort. Par contre, décider de se poser au cœur de quelque chose et le disrupter complètement et changer la façon, et là je vais devenir un peu lyrique, changer la façon dont on accède au logement en France, juste avec ce petit contrat d'assurance qui désormais sélectionnera son locataire autrement. Eh bien là, je crois qu'on est effectivement innovant, qu'on apporte un actif stratégique et qu'on apporte quelque chose de différent sur le marché. Voilà. Ben, pour moi, c'est ça le rôle premier de nous, en fait, de ces nouveaux acteurs, c'est de remettre en cause des choses qu'on n'a pas remis en cause depuis des dizaines d'années. Voilà, c'est pour l'anecdote. Donc j'aime bien la notion de disrupter avec en fond toutes les technos qu'on emploie, bien sûr. Oui, j'aime bien ta conclusion de remettre en cause des dogmes ou des façons de faire. C'est ça qui avait 50 ans. Ceci étant dit, tout en étant dans cet état d'esprit-là, je pense de notre point de vue, on peut clairement parler de collaboration beaucoup plus que de confrontation. Et alors, on est au Parc des Princes. Je ne sais pas s'il faut que je me lance dans des analogies sportives, mais bon, on est dans la même équipe en tout cas. Et alors, la collaboration, elle va dans les deux sens, c'est-à-dire que pour la stratégie de jeu, disons, c'est-à-dire l'analyse des risques climatiques que les grands assureurs de la place ne sont pas spécialisés pour mener. Nous, on leur apporte beaucoup ça, en fait. C'est notre partie agence de souscription, où on travaille alors beaucoup avec Generali, c'est un partenariat qui est historique pour Descartes, mais également avec d'autres porteurs de risques, pour les aider à analyser leur exposition à l'inondation, leur exposition à la grêle, qui est un des périls très difficiles à modéliser et qui était vu comme très local et vraiment pas capable de déstabiliser un book. Et évidemment, ça a bien changé depuis quelques années, notamment depuis juin 2022 et les gros orages de grêle qu'on a eus. Donc, comment est-ce qu'on peut collaborer ? Premier axe de collaboration, évidemment, c'est d'aller aider ces acteurs traditionnels dans leur compréhension des nouveaux risques grâce à des nouvelles technologies et des nouvelles capacités analytiques qu'on a. Et qu'est-ce que les grands acteurs traditionnels apportent aux nouveaux assureurs, aux nouveaux acteurs de l'assurance comme nous ? C'est un peu la marque, faire venir plein de supporters pour rester dans l'analogie. Après, j'arrête parce que c'est pas mon domaine de spécialité, mais quand on assure, et c'est le cas de Descartes, des grandes entreprises, qu'on propose des capacités de 100, 200 millions par risque, s'appuyer sur une grosse marque et sur un acteur qui est là depuis 200 ans, c'est puissant et ça veut dire quelque chose pour l'assurer. Et il sait valoriser le mariage entre la technologie d'innovation et la sécurité d'un acteur qui est établi depuis 200 ans. Donc on arrive comme ça à vraiment tirer parti du meilleur des deux mondes
pour proposer des solutions qui soient à la fois solides et innovantes aux entreprises et aux collectivités publiques dans le monde. Nous, pour répondre à cette question, des chiffres, je crois qu'on doit avoir 7 porteurs de risques différents, on doit travailler avec 3 ou 4 assisteurs. Donc, naturellement, en répondant à la question, on est plutôt partenaire. Quand on voit ce qui est en train de... la façon dont on évolue, on sait tous qu'on n'a plus la carte verte sous le pare-brise. Donc, depuis le 1er janvier 2019, où a été mis en place le FVA, et puis depuis avril 2024, cette année, où ça a disparu. Comme disait Ralph tout à l'heure, bien évidemment, on n'attend plus d'avoir par la poste sa fiche verte, on l'a en temps réel dans son application. On voit bien que, c'était aussi ce qui était dit précédemment, on ne va pas insulter le passé et tout le travail qui a été fait par les historiques, ne serait-ce qu'on en est tous utilisateurs par le passé, ne serait-ce qu'aussi par la taille, ne serait-ce que la capacité, comme tu disais, Violaine, à assumer des volumes de risques, que ce n'est pas avec notre fonds de roulement qu'on va être capable de le faire, bien évidemment, demain. Mais pour autant, la façon dont demain on pourrait avoir derrière une application un contrat unique qui couvre tous les biens de la famille, c'est sûr que quand on doit traverser 22 SI pour faire juste une souscription, ou si on le fait en une fois, comme c'est le cas chez Leocaire, on peut comprendre qu'on a un peu plus de flexibilité pour répondre aux besoins du marché. Donc, il y a une notion de temporalité et je crois que le secteur est à risque comme il n'a jamais été. Alors j'en parle parce que je ne suis pas du secteur, donc je peux me permettre presque de dire que c'est nouveau. Mais si on écoute Violaine, le climatique, si on entend qu'en 2030, il faut être tout électrique, et je vous ai expliqué certains sujets qui ne nous font pas trop rire quand on couvre le risque de véhicules électriques, quand on écoute la flexibilité avec laquelle je dirais, on évolue dans sa vie, on voit bien qu'il y a un petit problème entre le fait de continuer à assurer, le fait de rester compétitif tarifairement et de répondre à nos nouveaux comportements. Et donc, on voit bien qu'il y a une association assez naturelle qui est en train de s'être faite entre, OK, on parle d'assurance, on est des courtiers, mais au final, on parle de technologie, on parle de capacité à exposer. Je me souviens de Kazoo, Feu Kazoo, certes en France, mais qui a quand même été capable de rendre gratuite pendant une semaine l'assurance. En termes d'expérience client, d'être assuré au moment où on fait l'ordering en ligne et puis on arrive, entre guillemets, les mains dans les poches, on repart, la voiture est assurée, pas besoin de faire d'attestation, etc. Quand même, je sais pas, je trouve qu'en termes d'expérience, c'est plutôt très, très satisfaisant, plutôt que de se poser la question de rentrer, j'ai oublié le papier, etc., etc. Un petit consent mode au bout de 7 jours et c'est embarqué. Donc je pense que par rapport à ta question, je pense que pendant des années, on s'est amusé. Moi, le premier, j'ai été taquin avec les anciens, ou les anciennes, ça dépend si on parle d'assureurs, de mutuelles ou autres. Je pense que tout le monde aujourd'hui conscient qu'il a un rôle à jouer dans l'intérêt de la France, au sens de l'intérêt social dont tu parlais, de l'intérêt technologique. C'est bien de parler d'IA, mais enfin l'enjeu de l'IA, c'est comme ça sert à quelque chose. Hein. C'est pas le tout de faire des algorithmes incroyables, mais il faut que ça soit consommable. Et oui, quand on est plus petit, quand on a la chance de construire son SI from scratch, quand on peut construire sa stack data avec toutes les dernières je dirais références et d'avoir tout construit en mode API, en microservices, forcément, on répond plus facilement à embarquer une assurance dans une voiture connectée que quand on a des difficultés, ne serait-ce qu'à supprimer la carte verte d'un processus. Je ne suis pas en train d'insulter le passé, je ne suis pas en train de faire le malin, je suis juste en train d'être lucide que tout ce qui s'est passé, quand le monde du replay, je me souviens avoir fait une mission chez TF1 où j'étais foutu à coups de pied dans le cul dehors en expliquant que le PPDA c'était mort et que la publicité de la façon dont était consommée était finie. Je ne sais pas qui regarde encore à 20h le journal, mais on ne doit pas être très nombreux dans la salle. Et pour autant, TF1 est toujours là. Donc, comme le disait Ralph, on est à la fois un peu agitateur, disrupteur, comme disait Gérard. Et je pense il faut qu'on arrête de jouer un peu au con et on est complémentaires. Et il faut qu'il y ait cette complémentarité qui soit bien intégrée dans les têtes de chaque côté, parce qu'on joue, entre guillemets, avec l'argent, la sécurité, la couverture des Français et des Européens. Il y a des normes qui sortent. On voit FIDA qui pointe son bout du nez, qui va quand même être un gros stress, je pense, pour tous les DSI de tous ces acteurs, parce qu'exposer par API tout son portefeuille. Et pour autant, pour le consommateur, ça va être intéressant,
puisque je vais pouvoir, depuis mon application, avoir un produit Léocare, mais depuis Léocare, j'irai aussi interroger les garanties, je sais pas, chez AXA ou à la MGN. Donc, on va dans le bon sens, et je pense que plus que jamais, par rapport à ta question, c'est plutôt un regard et se mettre autour de la table qu'un peu de condescendance d'un côté ou un peu de, comment dirais-je, d'être un peu taquin sur le mot disrupteur. Il nous reste 3 petites minutes, donc du coup, ça passe très très vite. Pour la conclusion, moi j'aimerais bien qu'on regarde un peu vers l'avenir, finalement, et de vous entendre quelles seraient, selon vous, les grandes évolutions que vous attendrez, que vous aimeriez peut-être du marché. Alors c'est une question extrêmement vaste. Nous, en tant que Finance Innovation, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les institutions travaillent plus et plus rapidement avec les startups, qu'elles intègrent plus rapidement, qu'elles soient plus dynamiques en termes d'innovation. Évidemment, c'est notre agenda. Mais pour conclure, est-ce que vous avez quelques grandes tendances que vous aimeriez voir? Violaine, peut-être tu veux... Rapidement, et je rebondirai sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, dans 30 ans, il faut qu'on ait réussi à casser tous les dogmes qui ont empêché l'assurance d'avancer. Les dogmes, c'est il faut le produit qui rentre exactement dans telle case, super rigide et pas du tout adapté aux besoins des consommateurs, existants ou nouveaux, et aux nouveaux risques. Donc pour moi, dans 30 ans, plus de dogmes, une vision... alors descartienne, pas forcément de Descartes Insurance, mais de la philosophie de René Descartes, et de remettre à plat ce qu'on croit savoir et de le reconstruire d'une façon scientifique, objective et en ligne avec les défis d'aujourd'hui. Moi, je vais citer un autre René, c'est René Char, qui disait que heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Et je vais mettre ça sur le plan de... j'utilise le mot fêlé exprès, parce que si vous voulez, je crois, comme tu le dis, Violaine, et comme on l'a dit un petit peu depuis tout à l'heure, qu'il ne faut rien s'interdire. Il faut être un peu fou, et je crois que l'assurance, si on doit contribuer, nous, autour de cette estrade, à l'assurance de demain, il faut qu'on continue à sublimer les notions d'agilité, de manœuvrabilité qui fournissent la réactivité. Parce que sinon, on va se faire corneriser sur toute la réglementation et toute la compliance qui nous attend au coin de la rue. Donc, j'ai envie de dire, soyons fous, continuons à vouloir s'interroger sur des choses qui existent depuis des décennies et à remettre en cause en permanence, non pas pour juste être des trublions, mais parce que certaines choses évoluent, parce que la société évolue et qu'elles doivent changer en même temps. Voilà. Moi, en conclusion, je ne suis pas très inquiet que les choses changent. De toute façon, on n'a pas le choix. Et ceux qui ne seront pas capables de changer ne vont pas pouvoir s'en sortir. Donc tout le monde va changer. Et je ne vois pas des gens qui sont là depuis 200 ans pas réussir à changer alors qu'on leur demande de le faire. Donc les choses vont se passer. Moi, j'espère que dans 20 ans, je serai un traditionnel. Il y aura des troubillons qui viendront ici pour dire « Ah, mais vieux d'Achille, là, nous, on a quelque chose de mieux pour le faire. » De toute façon, c'est la roue, c'est l'histoire. Nous, on évolue. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas avoir de legacy, d'avoir, comme tu disais, nos systèmes d'information qu'on a créés from scratch. Du coup, c'est beaucoup plus simple de faire la mariole et de dire « Moi, je suis capable de microservices, d'API, de tout faire quand tu existes depuis 3 ans. » Et qu'ils ont racheté 10 boîtes, 20 systèmes d'information, 900 salariés, CTO et DSI. Donc, on n'a pas le choix, personne n'a le choix. Tout le monde dans cette salle, vous n'avez pas le choix, il faut que ça change, il faut que vous changiez, il faut travailler autrement. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous l'avez compris. Moi, j'espère qu'Achille sera un vieux assureur dans quelques années et qu'il y en a d'autres qui arriveront, qui viendront nous botter un peu les fesses pour qu'on se bouge et qu'on ait sans cesse envie d'aller plus vite, d'aller plus loin et d'aller plus fort. Voilà. Moi, j'ai terminé en contant une histoire qui n'est pas de moi. J'ai un camarade de promo qui, en 2008, était en Finlande chez Nokia. Et Nokia, pour ceux qui se souviennent, en 2008, était quand même le leader mondial des terminaux. Et ils étaient en Finlande, ça, ils sont plutôt en short, tongs et tout, c'est un peu cool, même avec le président. Et en 2008, ils avaient récupéré un iPhone 1. Et ils le prenaient les deux comme ça dans la main, et ils le mettaient à 1 mètre du sol.
mais il le lâchait. Alors forcément, pour ceux qui se souviennent du 3270, ce petit truc bleu avec des touches oranges, il rebondissait et puis bien évidemment, on téléphonait avec. L'iPhone 1, c'était un cours d'électronique par terre. Déjà aujourd'hui, bon, ça va un peu mieux, mais c'est quand même compliqué. Et les gars disaient, cool, je vous laisse souvenir de l'histoire qui est arrivée derrière. Donc, normalement, on devrait réfléchir. Super, merci beaucoup. Merci à vous. C'était super. On peut les applaudir.